Bonjour, alors aujourd'hui on va voir l'anneau des entiers péadiques et le corps des nombres péadiques. Voilà. Alors ce qui a remis au goût du jour un petit peu ce sujet, c'est qu'il y a eu cette épreuve d'agrégation interne cette année l'épreuve 1, quoi, l'épreuve d'algèbre, donc qui était une épreuve un petit peu, bon, j'ai trouvé maladroite, quoi, hein. D'abord que c'était pas forcément une bonne façon de gratifier le travail de toute l'année, puisque les théorèmes utilisés, bon, c'était les théorèmes, tout petits théorèmes d'arithmétique. Et même quand on regardait le problème jusqu'au bout, le problème était aussi assez maladroit. C'est-à-dire qu'il y avait une suite de formalismes, bon, un peu, on ramait quoi, ou un peu bateau, et puis on tombait ensuite sur un beau théorème, hein, le théorème de Skolem-Mahler, et c'est un beau théorème, mais qui était la moitié, même les trois quarts du théorème étaient admis. Voilà. Bon, alors, ceci dit, au moins ça a eu le mérite comme je disais, de remettre au goût du jour les péadiques, et donc j'en profite pour en parler un petit peu, surtout d'en donner des applications. D'abord, les péadiques, vraiment, c'est faire de l'arithmétique avec la puissance de l'analyse péadique, mais qui ressemble à de l'analyse complexe, et probablement encore plus puissante que l'analyse complexe. Donc c'est très très agréable. Et des applications des PAD qui arrivent assez rapidement. Alors je suis tombé sur un article de Bruno Winkler que j'ai trouvé vraiment pétillant, heuristique, avec plein de petites idées pour nous montrer bon, comment les PAD peuvent nous aider à intervenir dans des problèmes de pure arithmétique assez naturels. Et ça, c'est ce on va voir assez rapidement. Voilà. Alors bon, juste pour la petite histoire, quand j'étais à l'ANS, quand on a appris les péadiques, c'était l'époque de l'URSS, et on appelait ça les péadiques des pays de l'Est. Et c'est vrai que ça nous faisait marrer, je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ça, les péadiques des pays de l'Est. Ouais, parce que c'était une autre norme, quoi. C'était une norme ultramétrique. Les gens qui revenaient du RSS, euh, voilà, on avait l'impression d'être nous en Occident dans la norme de cul, et puis quand on traversait le mur, ben, on se retrouvait dans une norme différente, exotique et ultramétrique. Voilà, allez, c'est tout. On va attaquer un petit peu ces problèmes. Donc je vais commencer par raconter ce que c'est que ZP, QP, voilà, hein, la norme, la topologie, mais essayer d'arriver rapidement à de jolies applications. Voilà, donc allons-y pour la définition déjà de l'anneau ZP, hein, des entiers péadiques. On va le regarder d'abord comme ensemble, après on verra la structure. Donc on va fixer un nombre premier P, et puis ZP. Bah, voilà, c'est pas la façon la plus pratique de le faire, mais au moins théoriquement c'est bien. On va le regarder comme l'ensemble des suites AN, où donc parcourt l'ensemble des entiers naturels, et AN appartient aux entiers de 0 à p puissance n plus 1 moins 1, donc A0 est compris entre 0 et p moins 1, A1 est compris entre 0 et P2 moins 1, etc., etc. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait quand même une cohérence entre les AI, c'est que AM, si M est strictement supérieur à N, AM est congru à AN modulo P puissance N plus 1. Voilà. Donc par transitivité, en fait, il suffit de demander que AN plus 1 soit congru à AN modulo PN plus 1. Voilà. Donc c'est cette espèce de cohérence qu'on veut. Alors maintenant, vous voyez, de la même manière que quand on a des endomorphismes, on a des matrices pour les représenter, ce sont des outils de calcul. Et là, l'outil de calcul, je dirais, c'est la suite des UI, c'est-à-dire le développement péadique, hein, de AN. C'est-à-dire que AN va s'écrire en base P, en quelque sorte, hein, d'accord? U0, U1, UN, donc plutôt dans l'autre sens, on a l'habitude de mettre les unités à droite, et puis ensuite plus à gauche U1, etc., etc. Mais ça veut dire ceci, c'est le développement péadique. Donc on est parti de AN, et comme il appartient, il va de 0 à P, n plus 1 moins 1, eh bien le développement péadique va jusqu'à P puissance n.
Maintenant, il faut regarder ce que devient la cohérence AN plus 1 congru à n modulo Pn plus 1. Le fait que AN plus 1 maintenant soit dans 0 Pn plus 2 moins 1, ça veut dire que AN plus 1 va être aussi une suite, mais cette fois-ci jusqu'à UN plus 1, Pn plus 1. Mais comme modulo Pn plus 1, on retrouve AN, tout ce début, de U0 jusqu'à UN P puissance n, ça va être exactement le même que pour AN. Donc en fait, à un élément, donc cette suite AN de ZP, on va associer une suite tout simplement UN de 0 P-1, donc les éléments UN, c'est des entiers de 0 à P-1, hein, bien sûr, puisque c'est le développement en base P, et on envoie AN sur UN. Alors c'est bien défini, hein, AN se décompose en base P, avec les UI de 0 à P-1, et inversement, quand on a les AI, on obtient une suite AN qui est cohérente. Alors, justement, ce que je disais, hein, pour les calculs, on préférera travailler sur la suite UN. La suite AN a été pratique pour définir finalement les entiers p-adiques et va être pratique pour définir les opérations. Donc maintenant, on va plonger Z dans ZP. D'accord? Ça, c'est un lien fort. Donc on va prendre un entier Z, petit z voilà, et on va le voir comme une suite AN. Bah oui, on va prendre pour AN le reste de Z modulo P puissance n plus 1. Donc on aura bien quelque chose qui est entre 0 et P puissance n plus 1 moins 1, parce que c'est un reste, et qui sera cohérent avec les autres. Alors si Z est positif, maintenant la suite associée UN, donc le développement p-adique hein, de Z, c'est juste l'écriture de Z en base P. Prenons P égale 7, on va se donner des exemples. Alors 1, donc l'entier 1, devient, alors ça c'est la partie AN, donc c'est 1, 1, 1, puisque je suis en train de regarder 1 modulo 7, puis 1 modulo 49, puis 1 modulo 7 au cube, etc. Ben, ce sera toujours 1. Mais maintenant, l'écriture 7 adique, ben, P adique pour P égale 7, ben, ici vous avez le 1, et puis 0, 0, 0, 0, voilà. Et puis il y a une infinité de 0, hein, c'est ça. Alors maintenant, prenons 76. Je reprends un entier, mais bon, maintenant un peu plus grand que 1 pour voir comment ça se passe. Alors, modulo 7, bah, ça va faire 6. Modulo 49, ça fait 27. Et ensuite, modulo 7 au cube, bah, ça va faire 76, etc. Et on n'a que des 76. On a une suite stationnaire, d'accord? Maintenant, quand on va l'écrire en écriture p-adique, bah, ici on va avoir 6 évidemment. Ensuite on a 3, 3 fois 7, 21, 21 et 6, 27, hein, c'est ça. Et ensuite on a 49 plus une fois 49, hein, donc 49 plus 27, ce qui fait 76. Et là après c'est que des zéros, voilà, puisque la suite est stationnaire. Voilà. Regardons un nombre négatif, moins 1. Donc moins 1, vous voyez que là, la suite ne va pas être stationnaire. Pour AN, on prend moins 1 modulo 7, ça fait 6, modulo 49, ça fait 48, etc. etc. Parce qu'on doit mettre des nombres positifs ici. Voilà. Donc en général, le nombre AN, ça va être 7 puissance n plus 1 moins 1. Voilà. Et ici, on a 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Et c'est là que c'est amusant, c'est qu'en fait, c'est comme des décimales, mais on voit bien qu'il peut y en avoir une infinité. Donc maintenant, on va prolonger naturellement Z dans ZP et sa structure de groupe additif. Hein. Donc l'addition de Z va être prolongée. Alors regardez comment on crée une addition dans ZP. Tout simplement, on ajoute deux suites en prenant le reste, donc A seconde n, c'est le reste modulo Pn plus 1 de An plus A'N. Et oui, on est obligé de prendre le reste, on ne fait pas que du An plus A'N, pour que ce soit bien entre 0 et P puissance n plus 1 moins 1. Voilà. Bon, on vérifie que c'est quelque chose de bien cohérent. Et on fait la même chose pour la multiplication. Hein. Donc on peut multiplier de suite en prenant le reste de An fois A'N. Alors regardez, on peut, c'est là ce que je vous disais sur le fait que pour le calcul, on aime bien
les développements p-adiques, d'accord, on va ajouter ce 1, 3, 6 avec 1. Ben, 6 et 1, ben, ça fait 7, donc 7 c'est 1, 0. Donc on pose 0, je retiens 1. On a toujours p égale 7. Hein. 3 plus 1 avec la retenue, ça fait 4, et là 1. Voilà, donc une autre addition, mais cette fois-ci, vous voyez que ça c'était moins 1. On voit bien qu'on va avoir 1 moins 1 qui fait 0, parce que 6 plus 1, ben, ça fait 0, je retiens 1. Là, ça fait 0, je retiens 1. 6 et 1, 0, etc. Et on n'a que 1 moins 1 égale 0, bien sûr. Et ça, c'est l'écriture de moins 1. Maintenant, je fais des soustractions. On peut faire des soustractions, histoire de bien se rendre compte qu'on a bien une structure de groupe, hein, qu'on peut soustraire. Alors ici, j'ai 1, maintenant je fais ça moins ça au lieu de ça moins ça plus ça. Donc ici, je vais avoir, il faut que je trouve un nombre tel que, en ajoutant 6, ça fasse 1, donc bah, ça va être 2, comme ça 2 plus 6, bah, ça fait 8, c'est-à-dire 1, 1. Donc maintenant je retiens 1, 3 et 3, ça fait 6 et 1, 0, donc il faut bien mettre 3 ici, mais maintenant je retiens 1. Et ici, je vais avoir 1 plus 1, ça fait 2, il faut mettre 5 pour avoir 0, et puis après, bah, il faut mettre que des 6. Donc ici, on n'a que des 6. On est en train de faire 1 moins 76. Voilà. Donc là, c'est le nombre moins 75, dans son développement p-adique pour p égale 7. Voilà, bah, voilà une autre soustraction. Hein. On fait ça moins 1, bah oui. En fait, on est en train de faire moins 1, moins 1. Donc ça, c'est moins 2. C'est son écriture, son développement p-adique. Des multiplications, on peut en faire aussi. 2 fois 6, bah, ça fait 12. Donc 12 en base 7, bah, ça fait 1, 5. Donc ici, je pose 5, je retiens 1. Là, j'ai 12, ça va faire plus 1, 13, parce que j'ai ma retenue. Donc 13, ça fait 1, 6, et puis après, je vais avoir que des 6. En fait, j'ai fait que dire que 2 fois moins 1 égale moins 2. Hein, on retrouve le moins 2 d'ici qu'on avait trouvé en faisant moins 1, moins 1. Bon, voilà, c'est exotique. Hein. Là, on peut poser des multiplications. Là, je suis en train de faire 9 fois moins 1. Donc 1, 2, ici, fois 6, 6, 6. 2, ici, bah, ça, j'ai déjà fait la multiplication. J'ai 5, 6, 6, 6. Et le 1, donc je décale de 0, comme on fait avec quand on pose une multiplication. Et là, maintenant, j'ajoute. Et je tombe, bien sûr, sur moins 9, hein, en base 7. Hein, voilà. Donc là, maintenant, on va prendre un peu plus de profondeur avec la notion de valuation et de distance. Alors, si on a un nombre p-adique, s'il est nul, on dit que sa p-valuation, c'est plus l'infini, et s'il est non nul, on va prendre pour m, sa p-valuation, le rang, hein, du premier terme non nul, ici um différent de 0. Donc si vous voulez, m, c'est le plus grand nombre tel que p puissance m divise a dans zp. Alors on a bien sûr, donc si vous voulez, c'est le nombre de zéros que vous voyez dans le développement, dans le début du développement p-adique. Voilà. Alors, bien sûr, un zéro, il n'y a que des zéros, donc c'est normal que ce soit plus l'infini. Vous voyez, c'est logique. Ou si vous préférez, ben, le m tel que l'ensemble des m tel que p puissance m divise 0 n'est pas borné. Alors, maintenant, on a évidemment nup de AB, bah, vous voyez, quand on pose la multiplication, vous faites nup de AB, bah, évidemment, c'est nup de A plus nup de B. Mais là, il va y avoir quelque chose d'original, c'est que nup de A plus B est supérieur ou égal au min de nup de A, nup de B. Alors, vous vous en convainquez assez facilement. Voilà pour A, voilà pour B. Bah, vous voyez que là, hein, vous avez le nombre de zéros. Donc nup de A, c'est 2, nup de B, c'est 3, et nup de A plus B, bah, vous voyez bien que c'est 2. Ici, vous voyez bien qu'il est supérieur à min, pas toujours égal à min, parce qu'ici, vous avez nup de A, c'est 2, nup de B, c'est 2, mais nup de A plus B, comme 2 plus 5, ça fait 1, 0, bah, c'est 3.
Et vous pouvez même avoir l'infini, hein, carrément. Quand on dit supérieur ou égal, bah, on compte l'infini dans les supérieurs ou égal, parce qu'ici, vous avez un nombre et son opposé. Donc ici, ça va faire, ici, le nu p de a est égal à 2, ici à 2, mais comme c'est l'opposé, bah, nu p de a plus b, c'est l'infini. Alors maintenant, on va définir une norme. Donc c'est la norme p-adique, hein. Donc ici, c'est norme de AP, c'est 1 sur P puissance nu P de A. Voilà. Et la distance dans ZP, bah, c'est juste bah, la norme de B-A. Donc dP, on vérifie que c'est une distance. Vous voyez bien que dP de A, B égale 0, bah, si et seulement si B-A a pour norme 0, mais la norme 0, ça veut dire que nu P est infini, donc ça veut dire que A égale B. Hein. La symétrie, elle est claire, elle est, oui, elle est assez claire. Vous le voyez ici, hein, l'opposé a la même valuation, exactement, on le voit bien ici. Donc ici, quand vous prenez A et moins A, ça va avoir le même nu P, donc ça veut dire que distance de AB est égale à distance de BA. Et elle vérifie l'inégalité triangulaire des distances, mais quelque chose de bien plus spécifique. On a dP de AC qui est inférieur ou égal à max de dP de AB, dP de BC. Donc c'est quelque chose de mieux, et vous allez voir qu'il va y avoir un retentissement dans l'analyse p-adique. Regardons les inversibles de l'anneau ZP. Maintenant, on avait dit qu'on regarderait les inverses après. Bah, c'est vrai que c'est bien de commencer un petit peu avant de faire les inverses, de regarder les p-valuations, parce que nu p de A, p puissance k, bah forcément c'est nu p de A plus nu p de p puissance k, donc plus k. Et ce qui va faire que, comme nu p de 1, bah, c'est forcément 0, 1, c'est une unité, l'unité de 1 est non nulle, donc sa p-évaluation est nulle. Donc ça veut dire que nu p étant multiplicatif, on n'aura jamais 1 en multipliant par un élément de ZP, parce que forcément, sa p-évaluation sera plus grande que K. Et si vous prenez K strictement positif, c'est pas possible. Donc ça veut dire que tout multiple de P est non inversible. Donc maintenant, réciproquement, si on prend A dans ZP avec la norme de A égale 1, ce qui veut dire nu P de A égale 0, si vous regardez la définition de la norme, ce qui veut dire que P ne divise pas A, alors on a un élément inversible. On a l'habitude de ce genre de choses. Hein. Alors, regardez on va regarder sur un exemple. On veut inverser 2. On est toujours pour P égale 7. Hein. On veut inverser 2. Donc on cherche un nombre ici. Donc je mets des points d'interrogation. Il y a une infinité de points d'interrogation, évidemment. Et je veux obtenir 1. C'est ça l'inverse. Ici, j'aurai l'inverse de 2. Bon, bah là, j'ai 4. Pour que 2 fois 4, bah, ça fait 8, donc ici ça fait 1, 1. Donc maintenant ici je vais mettre 3, parce que 2 fois 3, ça va faire 6, plus 1, 7. Donc je pose 0, je retiens 1, et puis là maintenant, je mets que des 3. Hein, voilà. Et j'ai trouvé l'inverse de 2. Donc vous voyez que c'est... Bon, il y a un calcul, vraiment, il y a un unique inverse de façon assez claire. Bon, alors maintenant vous allez dire, oui, on a pris un nombre à un chiffre. Donc, prenons un nombre à k chiffres, voilà. Donc il est possible d'inverser tout nombre A qui est premier avec P, donc tel que P ne divise pas A. Alors on va se donner un exemple, et puis sur l'exemple on va comprendre comment ça se passe. Ouais, on fait des petits calculs, il faut se familiariser. Hein. Je vais prendre A égale 12, le vrai 12, hein, c'est-à-dire 5 plus 1 fois 7. Donc ça veut dire qu'il s'écrit 1, 7 dans son développement p-adique. Donc 12 est premier avec 7. Vous vous rappelez que Z s'injecte dans ZP, donc on va le regarder comme ZP. On va inverser 12, bah, non pas dans Z, il ne s'inverse pas dans Z, mais dans ZP, oui.
Et regardez, 12 est premier avec 7. 7 est donc dans z sur 12 z étoiles, les inversibles, puisqu'ils sont premiers entre eux, et donc il est d'ordre fini. En fait, c'est simple, il est d'ordre 2. Pour ça, bon, on ne va pas se casser la tête, il est juste d'ordre 2. On a 7 au carré moins 1, d'accord, qui est égal à 4 fois 12, ce qui veut dire en gros que 7 au carré est égal à 1 modulo 12, mais là on récupère le 4. Et maintenant, regardez, le a moins 1, ça va être moins 4 sur 1 moins 7 au carré, ici. Donc a, c'est le 12, là, ici. Donc ça fait ça, d'après ce qui est là. Et là, c'est facile de voir que 1 sur 1 moins 7 au carré, c'est 1 plus 7 au carré, plus 7 puissance 4, etc. Quand on multiplie. Bon, ici, quand vous allez faire 1 moins 7 au carré fois ce nombre-là, donc ici, il y a un nombre non nul sur 2, vous avez l'écriture 1, 0, 1, 0, 1, etc., périodique, et vous vérifiez que quand vous multipliez par 1 moins 7 au carré, vous obtenez bien 1 ici. Donc là, il faut multiplier maintenant par moins 4, et quand vous allez multiplier déjà par moins 1, vous allez tomber sur ce nombre-là, et quand vous multipliez par 4, vous allez tomber sur ce nombre avec la période 6, 2, 6, 2, 6, 2, etc., et qui se termine par 6, 3. Bon. Donc, bref, on peut toujours inverser grâce finalement au fait que deux éléments, A est premier avec 7, ça veut dire, ou A est premier avec P, veut dire que P est d'ordre fini dans Z sur AZ étoile. Voilà. Maintenant, on vérifie. On est tombé sur ce nombre-là, et on vérifie que c'est l'inverse de 12. Donc ici, 12, c'est 1,5 dans son développement p-adique. Et là, vous pouvez vérifier la multiplication, on tombe bien sur 1, au cas où il y aurait des sceptiques. Alors, j'affirme que ZP, c'est un anneau intègre, bien sûr. Bon, ça, ne serait-ce que vous le voyez en multipliant avec les petits calculs de multiplication, on le voit tout de suite. PZP, ça va être son seul idéal maximal, tout simplement parce que quand on est en dehors de PZP, on n'a que des inversibles. Donc déjà, PZP, c'est un idéal, mais comme à l'extérieur de PZP, on a des non multiples de P, donc on a des inversibles, on ne peut pas avoir un idéal propre. Et puis évidemment, on voit bien qu'il ne peut pas y avoir d'autres idéaux maximaux. Maintenant, on a un morphisme de réduction. Donc ici, à AN, on envoie juste ici la classe de AK. On a toujours un morphisme pour tout cas. On a toujours un morphisme de réduction. Et finalement, il va être surjectif avec pour noyau PK plus 1 ZP. Et on va bien sûr identifier ZP sur P puissance K plus 1 ZP avec Z sur P puissance K plus 1 Z. Alors, comme P c'est la seule obstruction finalement pour inverser un nombre, quand on va prendre ZP de 1P, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes évalués en 1 sur P à coefficient dans ZP, eh bien on va avoir un corps cette fois-ci, et qu'on appelle QP. C'est le corps des nombres p-adiques, et vous vérifiez que tout élément là-dedans est inversible dans QP. Tout élément non nul, évidemment. Alors on prolonge la p-évaluation sur QP. Bon, on aura des p-évaluations négatives, quand on aura des puissances négatives de P, et on prolonge du coup la distance sur le corps QP. Donc on a un corps avec une distance, et le corps QP, il va nous aider à mieux comprendre le corps Q. Alors,
de la topologie sur ZP. C'est important de faire un petit peu de topologie, ne serait-ce que pour comprendre des choses comme ce qu'on avait ici. Là, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Des séries, en quelque sorte. Hein. Donc, on va faire un petit peu de topologie. Ben, c'est tout bête, la topologie, elle provient de la distance. D'accord? Donc, on va avoir des boules ouvertes données par la distance. Hein, une boule de centre A, bah, c'est une boule de la forme BKA. Hein, donc, c'est l'ensemble des B de ZP. Alors, on est sur ZP. Après, on peut être sur QP. Hein, mais on est sur ZP. Bah, B dans ZP, tel que PK, divise B-A. Alors, la topologie, c'est l'art de désigner ce qui est petit, pour moi en tout cas, et un petit nombre, finalement, c'est un multiple de P puissance K pour P grand. Donc on vérifie que c'est une topologie. Bah oui, c'est tout simplement parce qu'elle vient de la distance. Et dès qu'on a une distance, bah les boules provenant de cette distance forment une topologie, constituent une topologie. Alors par exemple, là on va effectivement pouvoir dire 1 sur 1 moins P, c'est ça. D'accord? Donc vous voyez que P puissance K, quand K est grand, on le voit comme quelque chose de petit. Donc P puissance K tend vers 0, en quelque sorte. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce que la suite tend vers 0 que la série converge. Eh bien si, parce qu'en fait, la distance ultramétrique fait que si une suite AN tend vers 0, alors la série converge. Puisque le reste, Rn de la série, ce qu'on veut montrer, c'est que la série converge, c'est-à-dire que la suite des restes tend vers 0, mais la suite des restes, c'est une somme. Donc la norme P de la somme, c'est inférieur au max des termes. Mais les termes, ils tendent vers 0. Donc, Rn tend vers 0. Donc c'est ce que je vous disais sur cette propriété ultramétrique, qui est vraiment impressionnante. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une suite tende vers 0 pour que la série converge à cause de cette propriété des max. Alors de la même manière, on peut montrer que quand on a une série entière hein, sur ZP ou sur QP, eh bien le rayon de convergence de la série, c'est encore une fois 1 sur la limite sup de racine nième de AN prise en norme P. Et ça vient du fait qu'à l'intérieur du disque, la suite tend vers 0, et à l'extérieur du disque, la suite tend vers l'infini, donc la série diverge grossièrement. Voilà, c'est des petites choses sympathiques. Alors, maintenant, on va faire une vraie preuve. L'espace topologique ZP, il se trouve qu'il est compact. Ça, c'est extrêmement fort. Même si on ne va pas s'en servir tout de suite, on s'en servira plus tard dans d'autres applications. Mais là, l'espace topologique ZP est compact. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire que quand on va pouvoir faire comme de l'analyse complexe, mais sur un corps C qui serait compact. Donc ça, je vous laisse imaginer la vie merveilleuse qu'on aurait. Donc, preuve. Soit OI, un recouvrement de ZP par des ouverts. Donc, supposons par l'absurde que l'on ne peut pas extraire un recouvrement fini de ZP. Comme ZP est union de U plus PZP, où U décrit l'ensemble fini de 0 à P-1, d'accord? Voilà. Ça veut dire que ça, c'est l'ensemble des éléments de ZP qui ont pour unité U. Voilà. D'accord? Donc c'est une classe. Et il y a un nombre fini de classes. Il y en a exactement P. Alors, puisqu'on n'a pas réussi à avoir un recouvrement fini, ça veut dire qu'on a un U0 tel que U0 plus PZP n'est pas recouvert par un ensemble fini de OI. Bah oui, parce que s'ils étaient tous recouverts d'un ensemble fini, comme il y en a un nombre fini, ils seraient recouverts. Vous avez compris. Maintenant, on va s'intéresser à U0 plus PZP. C'est une réunion finie de U0 plus PU plus P2ZP, où U parcourt 0, P-1. Donc maintenant qu'on a fixé l'unité, on fixe le second coefficient,
Et pareil, il y en a un nombre fini, ouais, il existe U1 tel que U0 plus PU1 plus P2ZP n'est pas recouvert d'un ensemble fini OI. Donc, etc. On construit maintenant une série, d'accord? Voilà. Avec un nombre B, bon, cette série converge, puisque PK ça tend vers 0 et les UI sont bornés, donc ici on va avoir quelque chose qui va tendre vers 0. Et donc maintenant, on a construit ce nombre B par passage à la limite, et forcément, puisque les OI recouvrent ZP et que B est dans ZP, B appartient à OI, pour un certain I. Mais comme OI contient une boule ouverte, ça veut dire que U0 plus, etc., plus UNPN, si c'est une boule ouverte qui correspond à une valuation n plus 1, on va avoir ceci qui va être inclus dans OI. Voilà, les boules, on a vu qu'elles sont sous cette forme. C'est à peu près ce qu'on a dit là. Et c'est absurde par construction, puisqu'on avait dit que lui n'était pas par construction ici recouvert par un nombre fini de OI, alors que là, il est recouvert par un OI. Donc l'espace topologique ZP, il est compact par l'absurde. Alors maintenant, quelques remarques avant d'attaquer les applications. N, et donc Z, est dense dans ZP. Donc N est dense dans ZP, bah oui, vous prenez un élément de ZP, vous pouvez l'approcher par des éléments de N. Vous avez vu que les éléments de N, c'est des éléments avec que des zéros à partir d'un certain rang. Et on peut approcher tout élément par une suite d'éléments où il y a des zéros à partir d'un certain rang. ZP est complet, bah oui, compact en fait implique complet, hein, ça c'est classique, puisque vous prenez une suite de Cauchy, d'accord? Eh bien, comme on est dans un compact, toute suite possède une sous-suite qui converge, d'accord? Et comme c'est une suite de Cauchy, toutes les valeurs d'adhérence vont être égales. Voilà. Donc finalement, ZP est complet. Et QP, c'est facile de voir qu'il est complet aussi. Q se plonge dans QP. Voilà, bien sûr. On voit facilement que le développement p-adique d'un élément de Q, hein, quand on prend un élément de Q, on va avoir une virgule après, d'accord? Donc ici, ça veut dire que la valuation, ici, si U moins K, d'accord, vous avez l'unité là, c'est comme les nombres à virgule, hein. Donc là, ça va s'arrêter, ça va correspondre à la moins K, c'est la p-valuation de notre nombre, ici. K est positif, hein, évidemment. Et là, on reconnaît, exactement comme dans Q, hein, on reconnaît par l'écriture le développement p-adique d'un élément de Q, que c'est bien un élément de Q, parce que c'est périodique à partir d'un certain rang. D'accord? À partir d'un certain n. Là, ici, ça va être périodique. Et c'est comme ça qu'on caractérise les éléments de Q dans QP. Bon, ça se prouve exactement comme l'équivalent en base 10, mais la période part de l'autre côté, hein. Les décimales, c'est dans l'autre sens, c'est vers la droite au lieu d'être vers la gauche. Et là, voilà, un truc vraiment intéressant, c'est que qui va donner des belles applications à l'arithmétique, c'est que si A sur B est sur Q, on va supposer que c'est une écriture irréductible, hein, de notre rationnel. A et B sont des entiers qui sont premiers entre eux. Alors A sur B appartient à ZP si et seulement si P ne divise pas B. Ben oui, puisque A sur B, il va se plonger dans QP, hein, puisque Z se plonge dans ZP, Q, le corps, il va se plonger dans le corps QP. Et comment on va reconnaître qu'il est dans ZP? S'il n'y a pas au dénominateur des puissances de P, d'accord? Qu'il n'y a pas de nombre après la virgule, en quelque sorte. Et donc, c'est si P ne divise pas B, ce qui permettrait à la valuation de notre nombre
vu dans QP, la valuation d'être positive. Ça va nous permettre de voir que P ne divise pas B grâce au p-adique. Alors maintenant, les applications. Alors, ces applications, je les ai trouvées justement dans cet article que vous pouvez trouver sur une introduction au p-adique de Bruno Winkler. Je les ai trouvées vraiment, vraiment sympathiques. On sait que le terme en xn, dans le développement de la série de Taylor en 0, là on est dans R, de racine de 1 plus x, c'est n parmi 1,5. Donc n parmi R, c'est finalement R moins 1, R moins n plus 1 sur factoriel n, et c'est Pn de R. Alors là, on manipule des choses un peu dangereuses, parce que quand on manipulait n parmi m, par exemple, et que n et m étaient des entiers, on sait que c'est des entiers, non pas par la divisibilité, parce que la divisibilité, elle n'est pas facile à obtenir, mais on sait que c'est des entiers parce que ça représente le cardinal d'un certain ensemble. Bon, ça vous connaissez, c'est la base de la combinatoire. Mais là, la connaissance de ces nombres qui ne sont pas des entiers est nettement moins évidente, et elle va se faire grâce au p-adique. Donc regardez ici, vous prenez P1 de 1 demi, donc c'est le terme en x finalement, de racine de 1 plus x, c'est 1 demi. Bien sûr, c'est 1 demi sur P2, ici, c'est 1 demi, facteur de 1 demi moins 1 sur 2. Ça va faire moins 1 huitième. P3 de 1 demi, vous trouverez 1 sixième, et P4 de 1 demi, vous allez trouver moins 5 sur 128. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les dénominateurs dans l'écriture irréductible du rationnel sont tous des puissances de 2. Ça peut paraître évident, en fait, je vous le dis, ça ne l'est pas du tout. Il n'y a rien qui vous l'assure, d'accord? Parce que vous avez divisé, quand même, si vous preniez que le numérateur, d'accord? Mais là, vous avez divisé par factoriel n. Donc là, il y a quand même un miracle qui fait que les puissances qui ne sont pas de 2, qui sont d'autres nombres premiers, disparaissent. Alors on va le montrer, donc c'est quelque chose de purement dans Q, mais pourtant on va le démontrer grâce à la remarque 4. On va montrer donc en exercice que le dénominateur de l'expression irréductible du rationnel, ici, n parmi 1 demi, est une puissance de 2. Alors, d'abord, je remarque que x donne x, c'est une application continue pour la topologie de QP, et donc tout polynôme est continu sur QP. Je vous rappelle que si x donne x est continu, alors x donne x carré, c'est continu, puisque la distance, elle provient d'une norme, une norme qui est compatible avec la multiplication. Donc, on va avoir la continuité de tout polynôme. Et maintenant, pour tout p premier, attention, impair, p puissance k plus 1 sur 2, forcément, c'est un entier. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est une suite d'entiers, mais si on regarde ces entiers et qu'on plonge ces entiers dans QP, attention, P est impair, en fait dans ZP, on peut se contenter de ZP, et ça tend vers 1,5, puisque P puissance K, ça tend vers 0, depuis le début. Bon, donc maintenant, puisqu'un polynôme est continu, Pn est un polynôme, c'est le polynôme qui est ici, là, en R, n est fixé, eh bien, Pn de Pk plus 1 sur 2 tend vers Pn de 1,5 par continuité. Mais ce nombre-là, comme c'est un nombre binomial et que Pk plus 1 sur 2 est un entier, c'est un entier, puisque les nombres binomiaux, où on part d'un entier, n parmi m, c'est un entier. Donc, Pn de 1,5 est dans Zp une limite d'entier. D'accord? Donc, on est dans Zp, Pn de 1,5 est dans Zp, mais Pn de 1,5, il est aussi dans Q. Donc, on est parmi les nombres rationnels, donc de Q, quand Q est plongé dans Zp. Donc, finalement,
comme on est entier p-adique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombre après la virgule, mais qu'on est dans Q, donc il va y avoir ce sont des éléments de Q, eh bien, ça veut dire que P ne divise pas le dénominateur. Parce que si P divisait le dénominateur de Pn de 1,5, eh bien, on n'aurait pas un élément dans ZP. Voilà, donc P ne divise pas le dénominateur, et comme pour tout premier impair, P ne divise pas le dénominateur, il n'y a que des puissances de 2 au dénominateur. Alors, vous allez me dire, on peut faire autrement, parce que n parmi 1,5, on peut montrer facilement que c'est ça. Bon, on le fait, bon, c'est pas difficile, c'est assez classique. Vous trouvez cette formule, il faut faire quoi? Ici, il faut prendre r égale 1,5, il faut multiplier en haut et en bas par 2 puissance n, distribuer le 2 dans chaque facteur. On a un produit d'impairs, et le produit d'impairs, on le complète pour avoir des nombres factoriels. Bon, bref, à la fin, on a ça. Alors maintenant, ça crée une alternative. Donc, il est bien, et ça c'est dans l'article de Winkler, c'est d'avoir un résultat qui n'a pas d'alternative, apparente en tout cas, et Bruno Winkler dit, ben, a priori, bon, il y a de fortes présomptions pour qu'il n'y en ait pas. En tout cas, apparemment, il n'y en a pas à celui-ci. Alors, on prend un rationnel, on suppose que nu P de R est positif, c'est-à-dire que R, dans son expression irréductible A sur B, P ne divise pas B. Eh bien, c'est la même chose pour N parmi R. Il n'y a pas de puissance de P au dénominateur de N parmi R. Alors, c'est la même idée. On prend R égale A sur B, l'écriture irréductible. P et B sont premiers entre eux, d'après ce qu'on a dit, d'après ça. Et donc, ça fait que P est dans Z sur BZ étoile. Et donc, il est d'ordre fini. Ce qui va faire que, quand on va faire A moins P puissance KS, ça, c'est un multiple de B. Donc, sur B, ça fait un entier. Et je multiplie par A, ça fait encore un entier. Et ça, quel que soit K. Donc, maintenant, juste, vous remplacez PK plus 1 sur 2 par ceci, dans la preuve précédente, et vous obtenez que Pn de R, qui est égal à Pn de A sur B, est à la fois dans Q, donc il est dans QP évidemment, hein, voilà, et il est à la fois dans Q, bien sûr, et il est aussi dans ZP par passage à la limite, parce que ça tend vers 0 dans ZP. Donc là, ça va tendre vers A sur B, et Pn de ça va tendre vers Pn de A sur B. Voilà. Donc ici, voilà, vous avez un élément de Q inter ZP, comme tout à l'heure. Donc il ne va pas y avoir de P au dénominateur, ça va être un élément de Q qui n'a pas de puissance de P au dénominateur. Et là, je vais terminer ce petit exposé par un truc joli aussi. On pose Vn, alors on est dans Q là, hein, c'est la somme de k égale 1 à n de 2 puissance k sur k, et j'affirme que la dévaluation nu2 de Vn tend vers l'infini. Encore une fois, essayez de le prouver à la main, sans les p-adiques, vous allez voir, c'est très difficile. C'est pas parce qu'il y a des puissances de 2 ici, et vous voyez, on divise par k et on ajoute, quoi. Donc c'est vraiment difficile. Alors allons-y. Voilà, bon, je fais une petite preuve rapide. J'ai introduit le log indice 2 de 1 plus x, c'est cette somme-là, qui est dans Q2, hein, donc pour x dans Q2, pour p égale 2. Donc, bon, on vérifie que pour x2 strictement inférieur à 1, ça va converger. Alors pourquoi? Parce que quand on va prendre nu2 de valeur absolue parce que quand on va prendre nu2 du terme, ça fait nu2 de xk
sur K, évidemment, hein, on a vu que nu2 de nu-P de moins A était égal à nu-P de A. Maintenant, ça fait K nu2 de X moins nu2 de K, évidemment, par la propriété de la P-évaluation. Nu2 de X, bah, forcément, est strictement positif, puisque ça, c'est 1 sur P puissance nu2 de X. Donc ça veut dire que c'est strictement positif. Ça, c'est un espèce de logarithme, hein. On regarde on regarde les puissances de, hein, la 2-valuation, hein. C'est un espèce de logarithme de base 2 ici, hein. Donc vous voyez moralement que ça va, comme nu2 de x est strictement positif, ça va l'emporter sur ça. Donc ça tend vers plus l'infini. Donc comme la 2-valuation tend vers plus l'infini, ça veut dire que la norme de ça tend vers 0. Et donc, comme ça tend vers 0, la série converge d'après ce qu'on avait dit. Le logarithme maintenant. Bon, on peut se rassurer, hein, il envoie bien la multiplication sur l'addition. Bon, c'est à vérifier, c'est les mêmes formules avec cette définition, ça marche bien. Formellement, on montre que le logarithme de AB est égal au logarithme de A plus le logarithme de B. Donc, finalement, le logarithme de 1, ça fait 0, puisque le logarithme de 1 au carré est égal au logarithme de 1. C'est-à-dire que 2 logarithmes de 1, c'est logarithme de 1. Donc ça fait bien que le logarithme de 1, ici, égale 0. Et logarithme de moins 1 est égal à 0 aussi, puisque logarithme de moins 1 au carré, c'est logarithme de 1. Donc c'est 0. Donc ça fait que 2... Donc ça fait que 2 logarithmes de moins 1 égale 0, et donc ça fait que logarithme de moins 1 égale 0. C'est magnifique. Or, regardez, quand on va prendre l'opposé de ça, donc ça va faire 0, évidemment, mais l'opposé de ça, bah, 1 moins 1, c'est tout simplement 1 moins 2. Quand on va regarder, on va exprimer cette formule-là, on va tomber sur somme de 2 puissance k sur k, et pour k supérieur à 1, et ça c'est la limite de Vn. Attention, la limite de Vn, mais Vn, on est dans Qp, là, si vous voulez. Donc Vn tend vers, ça c'est 0, on a dit, donc Vn tend vers 0 dans Qp, ce qui veut dire que nup de Vn tend vers l'infini. Voilà. Ça veut dire que la 2-valuation, hein, ici, de ce nombre-là, hein, la 2-valuation d'un élément de Q, c'est la même chose quand on le voit dans Qp et quand on le voit dans Q. Donc voilà, ça veut dire que vraiment les p-adiques nous aident fortement grâce à leur métrique, leur ultramétrique, hein, à nous donner des renseignements sur l'arithmétique de Q. Voilà, allez, on a bien bossé là, puis on va s'arrêter là, mais on en reparlera à un moment parce que bon, c'est quand même, ça vaut le coup maintenant qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin.